Bonsoir à tous et bienvenue tout d'abord à Joliot-Bressane. On est très, très heureux et très touchés que vous ayez accepté cette invitation parce que cette rétrospective sans vous n'aurait pas été conforme à ce que nous souhaitions. Donc merci beaucoup. Je salue Julie Escudier qui est élue à la mairie de Toulouse et qui est maire du quartier. Donc bonjour madame et bienvenue pour la première fois à la Cinémathèque de Toulouse. Bienvenue à vous tous pour une rencontre en compagnie de Francis Saint-Dizier qui est président de Ciné Latino et de Nicolas Albert qui est critique au Cahier du cinéma puisque les Cahiers du cinéma et Ciné Latino sont les partenaires de la Cinémathèque de Toulouse sur cette rétrospective Bressane, Joliot-Bressane, avec 13 films. Donc c'est peu comparé à l'ensemble de tous les films que vous avez faits, mais c'est déjà pas mal et ça nous donne déjà un bon aperçu de votre travail et de votre parcours. Donc on va parler en français, on va parler doucement, tranquillement. Et on va prendre le temps, puisqu'on a le temps ce soir de discuter avec vous, et puis que la salle aussi puisse vous poser des questions. Joliot-Bressane arrive d'Inde, donc voilà, c'est le jet lag, la fatigue, donc tout va bien maintenant. Il est arrivé à Toulouse. Bon, bonsoir, je commence par m'excuser parce que je suis monoglotte. Je ne parle que le portugais. Mon français, c'est affreux pour présenter des films, encore pire. Mais je vais essayer avec ces 36-37 mots que je connais de français de vous répondre. Je aussi dois remercier la Cinémathèque, à Didier, cette invitation, c'était un honneur pour moi. Et mon ami Nicolas, c'est quelqu'un qui est un pionnier pour la reconnaissance de mes films en France. C'est peut-être le seul qui a écrit d'une façon favorable le film. Ça fait plus de vers 10 ans. C'est le seul qui a bienvenu le film en France, qui à mon avis manque d'une certaine aphasie envers le cinéma brésilien. La critique, as far as I know, la critique du cinéma en France, n'a pas pris attention, n'a pas fait attention aux films qu'on a fait, ça fait 40 ans. Et c'est pour ça que je dis c'est un pionnier, parce que c'est peut-être le seul qui a essayé de rompre cette champ de concentration qui était... mes films sont très mal connus en France et même faire un silence. À mon avis, c'est ça, sans aucune raison, sauf des raisons d'une mentalité concentrationnaire et génocidaire qui était au commencement de cette rupture qui s'est passée aux années 69-70 au Brésil. Et la critique à l'époque, la critique française, était liée d'une façon ombilicale à ce groupe du cinéma qui c'était le cinéma qui était reconnu en France comme un grand moment du cinéma mondial, que c'était le cinéma nouveau. Et cette rupture a été méprisée, surtout par des raisons idéologiques, et ça fait un grand silence sur tous ces films. Une
vers 300, 350 films d'une trentaine de réalisateurs qui sont mis en marche et génocidés par ce groupe qui a pris les brides, les pouvoirs économiques du cinéma brésilien, qui n'existe pas comme industrie. C'est un cinéma totalement dépendant de l'État. Comme toute la culture, peut-être aujourd'hui au monde tout. Les gens ne sont plus intéressés en culture, en art. Ça, c'est déjà passé. Et au Brésil, tous les films, toutes les activités culturelles sont dépendants de l'argent d'État. Et après 1969, ce groupe a fait un pacte sinistre avec les gouvernements brésiliens. À l'époque, un gouvernement militaire qu'on appelait une dictature militaire, mais qui a sauvé ce groupe. C'est justement la dictature militaire qu'il combattait qui vient de le sauver. Et a pris le pouvoir de décision politique de production des films. Et nous sommes justement à cette époque pas jetés à la mer, mais presque. C'était un moment vraiment très malade pour la culture brésilienne, très empoisonné pour des idées. Tout ça était, à l'origine de tous ces mouvements, étaient les partis communistes brésiliens, encore au commencement des années 60. Les partis communistes brésiliens, c'est encore plus staliniste que l'Albanie. C'est un des plus rétrogrades partis communistes du monde. Et cette mentalité a dominé le cinéma nouveau, parce que c'était un cinéma de propagande. Propagande, bon, je ne sais pas si on peut dire gauchiste, parce que ça, aujourd'hui, ça veut dire tellement de choses que... Mais c'était une mentalité et qui, justement, a mis en marge tous ces groupes de cinéastes qui, à cette époque, nous avons 20 ans, 21, et qui sont mis hors de la production du film, bannis. C'est une attitude génocide. Et on a marqué avec cette dénomination cinéma marginal. Marginal pour un homme de mentalité du Parti communiste au Brésil, ça veut dire quelque chose de... c'est comme dit, la marginalité, c'est comme l'individualité. C'est quelque chose mis, c'est hors de la pensée, d'être accepté. Aujourd'hui, marginal a un certain charme, un certain prestige, non? Mais à l'époque, c'était pour être tué. Et comme ça passait, tous ces réalisateurs sont terminés dans son premier, peut-être son deuxième film. Non, sans aucune raison, seule la haine profonde, non, humaine, la volonté de tuer l'autre, ça c'est humain, ça c'est partout. Et ça a exterminé un groupe de jeunes cinéastes. Non. Des films qui ont coûté très peu,
au contraire des autres films qui ont coûté beaucoup et on n'a pas eu un seul sou dans ces films. Le public de ces films, c'est un public fantôme. Ce sont des numérés inventés. Un film qui est fait au Brésil, 1 million de spectateurs ne payent même la copie du film. Ce sont des films très chers. Et qui sont faits un à l'autre, après l'autre. Ça fait 40 ans. C'est qui domine maintenant là-bas. Qui domine les derniers 40 ans. Mais peut-être la vieillesse m'a donné un peu d'esprit de survivance. Ma trajectoire au cinéma, on peut dire que c'était un miracle. Tous mes films ensemble, on n'a pas eu de spectateurs qui sont dans cette salle. Pour mes films, plus de 2, peut-être 3 personnes, c'était la crowd. La moitié de mes films, j'ai déjà tourné presque 54 films. Plus de 30 ne sont jamais montrés au pays. Jamais. Tout ça a comme origine une haine monstrueuse d'une rupture avec la gauche, je ne sais pas si gauche, mais avec ce groupe du cinéma nouveau qui a pris le pouvoir depuis 40 ans et qui est là encore. Donc, être appelé cinéma marginal, ça a été âpre pour moi. C'est l'histoire d'un crime. Jamais étudié, jamais mis en considération par personne. Tel était le lien de la critique française au cinéma nouveau. La tare, le fanatisme de cette liaison sur le spectre d'un gauchisme mondial. En France, les cinéastes brésiliens sont reçus comme Che Guevara. Ce sont des révolutionnaires les plus. Donc, toute cette tare, en regardant dans l'autre quelque chose de frustré en toi. Ça a duré jusqu'à maintenant. Et la critique française, surtout, n'a jamais fait ça, une critique sur ce comportement. Il ne peut pas faire, parce que c'était tellement génocidaire, c'était tellement médiocre, c'est passé 40 ans pour présenter un film ici à Toulouse. Donc je dois venir ici quand j'étais 20 ans. Moi, je suis maintenant 70. Ça a passé quelques années. Peut-être je peux venir un peu plus avant, non? Mais c'est ça. On commence avec un deuil. J'espère que on va passer au-delà de ça. Ce qu'on peut rappeler, et puis après Nicolas va prendre la parole, c'est que justement, on en reparlait tout à l'heure, Ciné Latino avait, dès 1997, justement, montré Miramar, et c'est à ce moment-là que Nicolas a commencé à découvrir votre œuvre. Il faut rappeler que le Festival de Turin, en 2002, a fait une rétrospective très importante, complète, tu disais, Nicolas, c'était une intégrale, non? C'était une intégrale, hein, c'est ça? 2002, oui. 2002, donc la première fois donc que l'ensemble de votre œuvre était montré. Nicolas Zalbert avait à ce moment-là écrit un article dans les cahiers du cinéma qui a justement contribué aussi
mieux faire connaître votre œuvre. Et pour dire que dans une institution comme la nôtre, avec Ciné Latino et les Cahiers du cinéma, c'est vrai que c'est aussi la même volonté de revenir sur, on va dire, des jugements qui ont été portés sur certains moments de l'histoire du cinéma. C'est pour ça qu'on est vraiment très, très heureux de vous recevoir ici dans ce contexte et avec tous ces films-là aussi, voilà, pour reprendre cette histoire dans un autre sens. Donc maintenant qu'on a fait un peu le deuil, et même si tu as eu raison de rappeler qu'effectivement c'était pas seulement une censure politique de la part de la dictature, mais c'était aussi une censure artistique qui avait été faite par le milieu du cinéma brésilien, et qui t'ont même fermé les portes quand tu es arrivé en exil à Paris. Hein. On pourrait peut-être démarrer en parlant de ta conception peut-être de comment tu fais des films, qui est une manière assez propre que tu as, puisque tu dis assez souvent que chez toi la création est inconsciente, que ce n'est pas toi qui fais les films, mais les films qui te font, qu'il n'y a pas vraiment d'auteur au sens où on l'entend, et que finalement l'interprétation ne viendrait qu'après le film fait lui-même. Ceci dit, il y a quand même en amont tout un travail, un très long travail de préparation, de lecture, de recherche, de travail avec les acteurs. Donc voilà, je voudrais savoir un petit peu comment ce processus de création-là est à l'œuvre chez toi. Okay. Bon, ça y est. Mon français n'est pas suffi pour parler de ça. 34 mots, hein. Si vous voyez le dictionnaire de Robert, c'est énorme, non? 34 mots. Bon, j'ai commencé à tourner des films trop tôt. Je suis allé aux États-Unis avec ma mère, j'étais 12 ans. Elle m'a donné une caméra 16 mm et un projecteur de 16 mm. J'ai commencé à faire des films. Mon premier long métrage, c'était de 66, j'étais 20 ans. Mais le cinéma, même ça, j'ai pris 40 ans pour l'entendre. Même aujourd'hui, je ne comprends pas encore. Le cinéma, pour moi, ce n'était pas tout ce qu'on sait de 7e art, synthèse de tous les arts. Tout ça, pour moi, n'a aucun sens. Dans ma pratique de faire des films, je pense le cinéma comme quelque chose qui traverse les disciplines, qui traverse les arts, traverse les sciences, et traverse surtout la vie, c'est le plus difficile. Et dans ces passages, c'est que le cinéma, l'image s'est faite dans ces passages. J'ai lu, ça fait des années, il y a un géographe français très connu au Brésil à la fin du 19e siècle, s'appelle Élisée Reclus. Il disait, la géographie, c'est le carrefour des sciences. C'est un peu, je pense, le cinéma comme ça. Pas un carrefour des sciences, mais un carrefour des sciences, des arts et de la vie. C'est traverse, tout ça c'est traversé. L'image, elle est créée dans ces passages. Donc, j'essayais beaucoup des autres procédures dans les films. Mais je travaille surtout, je travaille en film pour des années. Je viens de tourner un film maintenant, basé sur un petit conte d'un écrivain argentin très connu en Amérique latine, peut-être en France aussi, Jorge Luis Borges. C'est un petit conte qui s'appelle L'assassin Bill Harrigan, l'histoire universelle de l'infamie. C'est un livre très connu. Et j'ai tourné un film sur ce personnage, le jeune homme qui aime tuer.
Il a la vocation du tueur. C'est un film que j'ai préparé par 15 ans. J'ai connu Borges à l'époque, aux années 80, 79, 80. Et depuis cette époque, j'ai travaillé pour quoi faire avec toute cette sonorité, tout ce signifiant. Même les comptes, c'est 4-5 livres, mais il y a une inflation de signifiants. Et bon, j'ai tourné le film en 4 jours. Je l'ai travaillé pour 20 ans et j'ai tourné en 4 jours à l'improviste. Tous mes films, j'ai fait à l'improviste. Je travaille beaucoup dans la préparation, mais les films sont faits à l'improviste. Parce que quand je pense au moment du tournage, pour moi, tout ce que j'ai lu, que j'ai recherché, tout ça, c'est épuisé. Et je cherche de faire quelque chose que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et je tourne des films pour ça, je tourne parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Si je savais qu'est-ce que c'est, peut-être je tournerais le film, c'est déjà ça. Et je disais, ce dernier film, les personnages, c'est personne. Et les sujets, c'est rien. C'est un film qu'il n'y a que du cinéma. Si on va voir qu'est-ce que c'est l'histoire, les rôles ça n'existe pas. C'est un film qui se tourne sur lui-même. C'est un film plongé sur le cinéma. Au commencement, le film, c'est une projection. C'est une projection d'une transparence. Le photogramme, c'est une pellicule transparente. La lumière traverse cette transparence et projette des ombres. Il y avait un cinéaste français qui disait « Le cinéma, c'est la musique de la lumière ». C'est pour ça, parce que ce sont les ombres qui organisent les masses. Donc les ombres sont la musique. Et le phénomène de la projection, c'est le truc important dans un film. Les sujets, l'histoire, le maquillage, le décor, tout ça vient après. Le problème important, c'est la projection. C'est la force symbolique de la projection. Aujourd'hui, a eu un changement radical. Que je pense que même les cinéastes n'ont fait pas attention encore à ça. La projection n'existe plus. Aujourd'hui, c'est projeter les films à toi. Non? Et aussi, il n'y a pas de la transparence. La pellicule, c'était transparent. Aujourd'hui, c'est l'opacité. Le numérique, c'est l'opacité. On a passé de la transparence à l'opacité. Et l'opacité, c'est aussi important. L'opacité, c'est le sujet, c'est l'inconscient. Donc l'opacité a une grande importance. Mais les cinéastes, as far as I know, les cinéastes tournent en numérique, en digital, disant c'est semblable aux transparences. C'est justement, on ne fait pas la différence. Donc il y a beaucoup de façons de faire des films. C'est pour ça que je pense que le cinéma est encore vivant. Il a disparu, le cinéma, dans une grande partie. Mais il survit encore. La survivance, c'est parce qu'on peut faire de beaucoup de façons différentes. On peut sentir les images de façon différente.
je ne sais pas si vous avez vu quelques films à moi. Il y a eu une projection avant, non? Oh, non. Bon, ce sont des films qui... Je pense que ce ne sont pas des films pour être expliqués. Ce sont peut-être des films qu'on peut essayer de les interpréter. C'est un mélange des images symptômes et des images fantômes. Ce sont des images pathos, des images pathologiques. C'est justement la pathologie qui va engendrer le style. Et des images fantômes, qu'on doit et on peut peut-être essayer d'interpréter. Je ne veux pas sembler arrogant, mais j'ai jamais fait un film pour le public. J'ai jamais pensé à ça. Faire un film pour toi, ou pour vous, ou pour quelqu'un, ça me semble une absurde, une démagogie, une mensonge. Tu peux faire un film pour toi-même. Si tu as une certaine rigueur et si tu as une certaine, comme tout, ça les caractères de notre civilisation, si tu cultives un peu ta schizophrénie, non, tu peux avoir une armée en toi-même, beaucoup de gens dans toi-même, non? Et c'est pour ce monde de gens qu'on a en soi-même qu'on doit penser quand on fait un film, pas dans l'autre personne, parce que ça c'est impossible. Tu ne peux pas faire un film pour une autre personne. Qu'est-ce que c'est l'autre personne? Tu ne sais pas. Tu dois profiter du visage de l'autre personne pour créer toi-même, non? Mais pas pour faire un film pour l'autre, qui c'est le passe-partout les films pour les publics. Jamais pensé à ça. Et je ne me sens capable de faire un film pour personne. C'est difficile de parler quelque chose sur des films que personne ne connaît pas. Non, ce sont... Si, parce que c'est un fantôme d'un fantôme, donc... Si, quand même, le public a pu voir un certain nombre de films. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas eu de projection, mais ça fait 10 jours qu'il y a déjà... tous les films de la programmation sont déjà passés, donc les gens les ont vus. Hein. Le public a déjà vu un certain nombre de vos films, là, déjà. Hein, ah, donc, bon, Et les fameux films sont entrés comme ça dans les collections de la Cinémathèque de Toulouse, grâce justement à cette rétrospective de Ciné Latino. Bon, donc ils existent. Bon, ok. Bon, le film que je veux que c'était présenté ici, c'était un film qui s'est tourné, ça fait 2 ans, il s'appelle Éducation sentimentale. C'est un titre très connu. Éducation sentimentale, c'est un thème qui vient depuis l'Antiquité. Il y a en France un livre célèbre. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Ce sont des thèmes qui sont absents aujourd'hui dans notre culture. Éducation et sentiment. Les affects et l'éducation sont abandonnés. On ne peut pas, aujourd'hui, ce capitalisme qui est là, cette horde d'argent qui est partagée, elle empêche d'avoir des trucs, les données importants pour se préparer, pour voir un film ou n'importe quelle autre œuvre d'art. On n'a pas plus d'oisiveté, on n'a pas plus d'irresponsabilité. Aujourd'hui, il y a un autre, cette grande tyrannie qui est là, elle a créé une autre sorte d'esclavage, c'est l'esclavage du salaire.
tous les gens travaillent tous les jours entiers pour les salaires. Il n'y a pas de temps irresponsable, oisif, pour laisser la folie dominer. Ça, non. Ça, c'est aujourd'hui, c'est maudit, ça. C'est damné, ça. Donc, on fait des films aujourd'hui au maximum pour soi-même. Au maximum. Et, demander des gens de connaître les raisons, les détails, ça c'est un exercice masochiste, parce que personne n'a pas de temps pour ça, n'a pas même d'intérêt dans ça. La vie c'est plus dur, il faut travailler, la victoire de la civilisation du travail est complète. Il faut... Donc, s'il y a des jeunes ici, Nicolas aussi est un jeune homme, je ne peux pas partager aucun espoir avec vous. Je pense que l'espoir c'est quelque chose d'important et qu'on doit cultiver parce que on va mourir trop tôt, mais on sommes encore vifs. Et ça c'est une autre chose qu'à mon avis était créer une grande difficulté de sentir les objets qui sont pleins d'émotions. C'est l'absence de la mort. La mort est absente aujourd'hui. Aujourd'hui, cette promesse de jeunesse et d'immortalité, non. La mort, elle est hors champ aujourd'hui. On va vivre pour toujours. Donc, sans la mort, on ne peut pas comprendre rien. Et l'absence aujourd'hui, c'est l'absence de la mort. On ne pense pas ça. La mort, elle était remplacée pour les salaires. La nouvelle église, c'est l'église du salaire. Mais bon. C'est intéressant parce que tu viens de parler d'éducation sentimentale, oui. Juste après avoir dit que tu ne faisais pas de film pour le public, ce qui est certainement vrai. Mais il se trouve que éducation sentimentale comme Miramar, on peut aussi voir ça comme des films d'initiation, oui. Où il y a une transmission de la beauté, de la connaissance, oui. Du savoir. Oui. Et c'est quelque chose que le spectateur reçoit. Et même dans la manière dont tu as de disposer les acteurs, de faire entendre les textes, de faire voir les objets, tout ça c'est mis à disposition du public. Je rapprocherais ça un peu, même si ça n'a rien à voir avec le cinéma de Parajanov. On a l'impression que c'est donné que c'est une offrande que tu nous fais. Donc il y a quand même le geste de s'adresser à. Bon. J'ai besoin de mots comme ça, tu sais. Bon, je veux dire, quand je parle avec ce pessimisme, le pessimisme c'est nécessaire, vous savez. On fait avec la rigueur d'un critique, c'est toi-même. Mais quand je dis que les films sont pas pour le public, ça n'empêche que le public s'intéresse pour les films. Je passe mes films dans les salles au Brésil, il y a 2, 3 personnes. Donc il y a quelqu'un qui s'intéresse. Non? Et pour ça, j'ai continué. Le cinéma, pour moi, c'est une nécessité pathologique. C'est qui est venu avec un grand travail de préparation sentimentale avec ma mère, qui m'a fait tout. Et j'espère, c'est possible. Quelqu'un qui s'intéresse, les films sont pleins de ferveur, d'enthousiasme. Mais je n'ai jamais partagé ça avec le public, jamais.
Et aussi, mes préoccupations, j'étais toujours un lecteur. Et mes préoccupations sont très autistes. Moi, j'ai un esprit autiste. J'ai une grande difficulté d'arriver à comprendre les choses, à comprendre, parler. Et je pense que la difficulté, c'est justement ça, de comprendre. Comprendre, c'est ça la difficulté. Prendre avec soi, comprendre. Et ça, c'est la racine de tous les mots à moi, parce que ma difficulté de comprendre, c'est ma pathologie, c'est un esprit autiste. Peut-être un autisme réussi, parce que j'essayais de faire des films, non dans un hôpital. Bon, je pense et j'essaie d'avoir beaucoup de liberté dans mes raisonnements et dans mes états d'esprit créatifs. Je pense, j'essaie d'être très irresponsable. Ça n'est pas partagé par le public. Bon, c'est ça. Si vous avez vu quelques films, si vous avez une demande, quelque chose que vous voulez savoir sur des films, je peux essayer de répondre. Et je vous demande pardon à vos oreilles. C'est tout. Si vous voulez, je vous apporte un micro s'il y a des demandes. Sinon, on peut continuer à poser des questions. J'arrive. Bonsoir. D'abord, merci à la Cinémathèque de m'avoir fait découvrir. J'ai deux petites questions, mais qui peuvent peut-être déboucher sur des plus grandes. J'ai vu certains de vos films que j'ai beaucoup aimés, en particulier Cléopâtre, que j'ai trouvé extraordinaire. Et les questions, c'est sur deux films précis, ce sont des questions très précises. À la fin de Nietzsche, alors le personnage de Nietzsche évidemment est un acteur avec une grande moustache un peu invraisemblable. Et à la fin du film, il y a un petit insert d'un film où on voit Nietzsche, tout au moins quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était pris sur le vif. Pardon, je n'ai pas compris la fin. Excusez-moi, je ne parle pas portugais, mais... Et ça m'a beaucoup ému. Je suis allé sur le web, j'ai regardé, effectivement, je n'ai pas compris, parce qu'un film sur Nietzsche en 1900, puisque Nietzsche est mort en 1900, donc le film a été fait juste avant, je suppose, et effectivement, on voit... Non. Bon, je vais avant parler sur Cléopâtre. Comme Nietzsche aussi, ce sont des Cléopâtre, il n'existe pas en langue portugaise. Il y a un vers du Lusíadas de Camões, que c'est un poème qui fonde la langue portugaise. Il y a un vers qui parle de Cléopâtre, rien plus. Ça, c'est tout. Cléopâtre a été appropriée par la langue française, italienne, après le XIVe siècle. Et c'est ça qui m'a intéressé de faire cette lecture en portugais du signe Cléopâtre. Les images, elles sont créées par la langue. Une langue, déjà, elle suggère l'image. Il y a beaucoup d'études sur ça, c'est pas moi seulement. Hein. Et la langue portugaise, j'essayais de donner une figurabilité à ce signifiant.
une figurabilité dans la langue portugaise qui n'existait pas. Des dialogues aussi. J'ai mis presque tous les styles de la langue portugaise dans les dialogues. Depuis Camões, du XVIe siècle, jusqu'à maintenant, le poète d'aujourd'hui. Ça y est de faire une sonorité de toute la langue là. Et bon, pour Nietzsche, c'était différent. Nietzsche était encore vivant. Il était déjà effondré, mais il était vivant. En 1896 a été le premier texte de Nietzsche traduit en portugais au Brésil par un Brésilien, João Ribeiro. Et après 1900, José Veríssimo, un autre, a traduit beaucoup de passages de Nietzsche. Une traduction de Nietzsche en portugais, elle existe déjà depuis les années 80. Bon, j'ai ce film sur Nietzsche, j'ai reçu tout presque prêt, parce que ma femme, Rosa Dias, est une spécialiste en Nietzsche, a publié beaucoup de livres sur Nietzsche, et elle a fait un travail qui n'a été jamais publié sur les passages jour à jour de Nietzsche à Turin. Surtout le côté musical de ces passages. J'ai tout prêt, j'ai à la main ça. Et bien évidemment, déplacé, il y a le Nietzsche en portugais comme il y a le Nietzsche en français. Les deux ou trois grands exégètes de Nietzsche en français, récents, Deleuze, ne parlaient pas l'allemand. Mon Platon, c'est Maurice Candiac. Donc, c'est la langue française qui est là. C'est le même au portugais. Nietzsche au portugais, c'est Nietzsche en portugais. C'est une autre figurabilité. Et cette moustache exagérée, c'est une sorte de masque. On a osé comme un masque. Les photos sont photos, ce sont des photographies fixes qui Rosa a trouvées à Weimar, aux maisons de Nietzsche à Weimar. Et on a acheté, je me souviens, 8 ou 10 de ces photos, je ne me souviens pas. Et on a créé un mouvement. Ça qui était statique, ça commençait un mouvement. On a créé un mouvement très subtil dans chaque image. La main, comme si c'était un film perdu. Ça n'était. Mais ce film a été présenté au Festival de Venise et à la sortie, une femme, qui se disait un grand connaisseur de Nietzsche, elle a dit, j'ai déjà vu ce film. Et j'étais étonné, mais j'ai dit, oh, oui, tu as acheté le film, oui, c'est un film que vous avez vu. Même s'il n'existe pas, elle l'a vu. Donc il faut respecter l'imagination d'autrui, non? Et les gens qui ont vu ce film, et qui le film, c'était incomplet. Parce qu'il y avait plus d'autres choses. Mais non, ce sont toutes ces photographies qui j'ai animées et données comme quelque chose d'un film perdu. Ce sont j'essayais des choses qui c'était contre la courant au Brésil. L'autre film, c'était dans cette l'autre film, c'était un film sur la vie de Saint Jérôme. C'était un saint martyr du IVe siècle, qui n'existe pas en portugais, Saint Jérôme. Rien.
même les songes de Saint Jérôme n'étaient jamais traduits. Rien. Il n'y a un mot sur Saint Jérôme. Et j'ai essayé de traduire en image et en dialogue à travers un portugais archaïque qui n'est même pas connu au Portugal. Bon, ce sont des projets kamikazes parce que ce sont des projets qui sont hors du monde culturel brésilien. Ils se sont traités comme ça, sont méprisés. Mais j'ai essayé, j'ai insisté sur ce déplacement, sur cette... C'est ça. J'ai une autre petite question. Alors, d'abord, dans Cléopâtre, c'est exactement ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire qu'il y avait les sous-titres pour comprendre le sens en anglais, en français, mais c'est les images qui me faisaient comprendre la beauté de la langue et la beauté du portugais, que je ne parle pas, même pas 30 mots. Et pour la deuxième question, c'est sur l'herbe du rat. Alors pareil, je suis allé voir sur Internet, qu'est-ce que vous pouvez bien être... La deuxième question, c'est sur l'herbe du rat. Alors sur Internet, on trouve bien une herbe queue de rat qui envahit les jardins et dont les jardiniers n'arrivent pas à se débarrasser. Mais dans le film, il est dit d'abord, l'herbe du rat, c'est une herbe dont on fait des poisons, comme avec beaucoup d'autres plantes, mais c'est la seule plante où il n'y a pas d'antidote. On n'arrive pas à trouver la plante qui permet de... Bon, ça c'est mis dans le film, oui. Et un peu plus loin dans le film, d'après quelqu'un qui lit un vieux grimoire, dit l'herbe du rat, en fait, son antidote est dans sa racine. Mais il faut faire attention parce que dans la racine, il y a également du poison. Oui, oui, non, d'accord. Bon, la traduction en français, herbe du rat, c'était absurde parce qu'il n'avait rien à dire, herbe du rat. Herbe du rat, c'est un portugais. Erva du rato, c'était un nom que les Portugais ont donné à un poison indien qui était fait pour tuer les gens. Ils donnaient le nom de rat pour faire un euphémisme, vous savez, parce que les poissons, c'était pour tuer les autres. Et les Indiens, c'est un poison très spécial parce que fait mourir lentement, doucement. Ce n'est pas comme les autres poisons de tuer immédiatement. Il n'y avait pas d'antidote. Mais après, on a compris que les Indiens avaient un antidote, que c'était la racine. Si on mange la racine, après, ça fonctionne. Mais ça a été beaucoup après la découverte de ce poisson par les Portugais. Les films, ce sont 3 lignes, ce sont des contes d'un grand écrivain brésilien, peut-être le plus grand écrivain brésilien, qui s'appelle Machado de Assis. Ce sont des contes, des petits contes de lui. Un qui s'appelle Le Squelette et l'autre qui s'appelle L'affaire secrète, la cause secrète. L'affaire secrète, c'est mieux, non? L'affaire secrète. Ce sont 3 lignes. Le Squelette, c'est le passage où un homme vient de se marier une autre fois et il garde le squelette de sa ex-femme. La première nuit, ils vont dîner chez lui, ils mettent le squelette à la table. Et il dit non, fais pas faire. Elle était une femme très douce, très gentille. Elle nous aimerait d'être là. Et les os, non, sont
une sorte de dernier signifiant de l'homme. On a une relation profonde avec nos os. Et c'est ça le thème du squelette. Le squelette, il est encore là. C'est-à-dire ton homme est encore là. C'est le dernier écueil d'un homme. Les os. Et l'autre conte, La cause secrète, c'est un homme qui est jaloux d'un souris parce que le souris mange ses lettres à sa femme. Il a écrit des lettres à sa femme et il vient de découvrir qu'il y a un souris qui mange les papiers des lettres. Et il devient fou. C'est la relation d'Holocauste, la relation criminelle que les hommes ont devant les animaux. La tuerie incessante. Il y a un film génial français de Georges Franjou, un film de 1938 qui s'appelle Les 5 des bêtes. C'est un film qui me fait devenir végétarien. C'est cette grande holocauste, cette grande hécatombe collective tous les jours contre les animaux. Non? Et c'est ça, la chose qui m'a intéressé, c'est la relation des animaux, la relation primitive des animaux domestiqués avec l'homme inclut la relation sexuelle. Les animaux sont domestiques aussi dans la sexualité. Et ça, j'ai essayé d'exagérer dans les films, à créer une relation affective et sexuelle entre la fille et les rats. Bon. Il y a une autre question. Je ne crois pas que ce monsieur n'a pas d'autres questions. Non, sur l'herbe du rat, monsieur, c'est tout. On vous a répondu. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou remarques? Oui. Bonsoir et merci d'être là. Je suis fascinée. On a parlé de beaucoup de choses, des images, des résonances, de la langue, voilà, de la beauté de tout ça. Et j'aimerais savoir, par rapport à la musique, quel rôle, quelle place à la musique dans vos films? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bon, la musique pour moi c'est quelque chose de central, même surtout hors du cinéma. Non? Je suis un mélonome, je suis très attaché à la musique. Mais j'ai essayé dans les films, depuis mon premier long métrage, de séparer l'image et les sons. Fait sans trek séparé de l'image. Des fois, ils peuvent se combiner, mais ce sont des choses indépendantes. La musique, elle a une image propre. Et aussi la danse. C'est quelque chose qui c'est une forme tournée sur elle-même. Mais moi, j'ai mis dans les films des musiques qui ne sont pas tellement connues. Avant tout, je vais vous dire une chose. Mes films sont très locaux. Ce sont films faits pour ma culture. C'est une culture locale. C'est des gens qui parlent en portugais du Brésil
Donc c'est très, très, très restrict. C'est l'opposé du cinéma international, l'image universelle, c'est opposé. Mon truc, c'est un truc local. Il y a une adhérence au sol. Donc, j'ai mis des musiques qui ne sont pas même connues au Brésil. Un des trésors. La culture brésilienne, c'est une culture caudataire de la culture européenne. Nous sommes encore aux années de 1910. Nous sommes comme mentalité avant la Première Guerre mondiale. Mais il y a des choses qui se passent au Brésil à chaque 10, 20 années et que ça intéresse et peut-être fait une sorte de vanguard dans le monde. Et la musique brésilienne, par exemple. Pas cette musique qui est aujourd'hui jouée ici, ça c'est la banalité. Mais je dis des choses un peu très originelles qui sont au Brésil. Par exemple, la musique du carnaval qui s'appelle Marchinhas, c'était fait entre 1930 et 1955. C'est un trésor de la langue portugaise. Trésor. Pas connu même au Brésil. Je l'ai mis dans presque tous mes films. Et j'essayais de mettre la musique entière. 4, 5 musiques, 5 coups. Pour faire sentir la musique. Indépendant des images. Telle la force et la beauté de cette... Et aussi les codes secrets, parce que c'est parler dans un portugais dans une langue portugaise que personne ne connaît et c'est difficile de les comprendre. Et c'est tout ça qui m'a intéressé. Par exemple, le surréalisme, le dadaïsme, qui c'est avant, c'est arrivé au Brésil aux années 30. Commencé en Europe en 1905, 1907, 1908. Au Brésil, est arrivé presque 40 ans après. Il n'y a pas d'art érudit au Brésil. Ce qu'il y a d'important au Brésil, c'est populaire. Donc, le surréalisme au Brésil, tout arrive au Brésil, avec un retard de siècles, mais arrive là. Le surréalisme érudit au Brésil, il y a surtout deux grands poètes brésiliens qui ont travaillé sur cette sensibilité surréaliste. Mais la plus intéressante, c'est justement le surréalisme arrivé d'une façon populaire, dans les musiques du carnaval. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est vraiment quelque chose qui peut suggérer, pas traduire, mais peut suggérer qu'est-ce que c'était en ligne générale le mouvement dadaïste et après le mouvement surréaliste. J'ai mis beaucoup de ces musiques dans mes films. Donc ce sont des usages d'utilisation de la musique très hétérodoxes et même dans des temps hétérodoxes. Ce sont des musiques des années 30, 40 que je les mets aujourd'hui de nos jours, comme si c'était fait aujourd'hui. Mais bon, je ne sais pas si vous êtes content avec cette réponse. Bien sûr, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez-y, monsieur. Oui, pour continuer un petit peu sur la musique, et puis le côté local, vous dites cinéma local, et vous dites le Brésil a du retard, et moi, quand j'ai découvert là, tout d'un coup, les films qui sont passés, je me suis dit, mais on a personne comme ça aujourd'hui ici. Vous inventez le monde avec le cinéma. Cette localité, on dirait que le Brésil naît dans les films que vous faites. Pour moi, d'ici, sachant très peu sur le Brésil, j'ai l'impression d'un pays qui naît à la fois avec ses mythes, avec ses gens,
avec sa langue. Et je découvre ça tout d'un coup avec une force incroyable. Hein. Donc je ne vois pas où est le retard, enfin en tous les cas chez vous, du Brésil. Je pense que même que c'est l'Europe qui a du retard par rapport à ce que vous faites du cinéma aujourd'hui. Moi j'ai découvert ça, je suis sidéré. Je suis sidéré de ne pas avoir connu ça avant. Enfin, ça fait 40 ans que vous faites des films, 50 ans. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas connu ça en Europe. Je trouve que c'est honteux. Et bon, vous avez expliqué pourquoi, je comprends un peu pourquoi. Mais voilà. Donc, et le côté local, je trouve que vous rejoignez des gens que j'adore dans le cinéma aussi, c'est-à-dire que le côté, en fait, Fellini parle de Rimini, ou Bergman parle de son île Faro, et vous parlez de la baie de Rio de Janeiro, et on découvre ça comme, avec ce sentiment comme si le Brésil était le premier pays du monde, l'origine, comme ça. Et c'est formidable. Voilà. Donc c'est pas forcément une question, mais voilà. Bon, ça va. Vraiment, je suis surpris avec tout ça. C'est bien. Il faut oublier tout ce que je viens de dire. Oui, je vais te dire ça. Ces choses, je vais te dire une chose. On parle maintenant, je parle ici. Ce sont des choses qui me sont venues ici, à ce moment-là, devant vous. Vous savez, il y a d'autres choses aussi. C'est comme un film. Quand on tourne un film, c'est nous qui sommes ici en tournage. Ce film, c'est sur ces rapports entre nous. N'importe quel thème, quel est l'acteur, quelle est la couleur. Non, le film c'est toujours entre nous. C'est ça, c'est ces rapports que c'est dans l'image. Il faut faire aussi attention à ces exceptions. Bon, le cinéma, dans une certaine façon, c'est disparu. C'est pas, peut-être disparu, c'est trop fort. Il est peut-être dans un intervalle. Il y a une survivance. Et dans l'intervalle, elle structure la survivance. Il va retourner, mais il va venir d'une autre façon, avec un autre sang, avec une autre valeur. Non. Mais les traits et les engrammes, les traits profonds dans les tissus nerveux, ça survivre. Non, ça vient. C'est une longue ligne de temps hétérogènes qui vont se agrouper. Je suis content d'entendre un esprit qui est libre pour accepter les choses sans préjugés. Et c'est ça le problème central. Je ne sais pas si l'Europe est finie, je n'ai pas autorité pour dire ça, mais il faut penser à la tolérance. Non? Je pense que le problème maintenant, c'est repenser les méchants et la tolérance. Le problème, c'est la tolérance. Mes films ne sont pas montrés ici, pas pour les goûts du public ou pas parce que le public ne veut pas. C'était une affaire politique, génocidaire. Des gens, naturellement génocidaires, parce que ce sont des gens créés à l'époque de la guerre. Donc toute cette culture génocidaire, concentrationnaire, c'était très vif. Ça faisait partie de la culture. Les partis communistes, tout ça fait partie de ce monde d'intolérance, des tares. C'est un tare, un fanatisme. Encore, nous sommes maintenant face à un fanatisme. Ça, c'est un autre fanatisme, encore peut-être plus loin, qui a été allé plus loin que ce fanatisme aujourd'hui.
Enfin, la politique et tous les travaux qui étaient faits par des décennies pour mettre le Brésil, mettre l'Amérique du Sud sur le règne du communisme, du socialisme, une nouvelle Cuba. C'est un miracle qu'on a échappé de tout ça. Parce qu'il a eu une propagande, un travail permanent, conscient, non, des intellectuels surtout, qui sont les plus tarés de tout. Faire, essayer de créer ces mythes des assassins comme Guevara, des gens comme ça, qui aiment tuer. Le problème central, c'est ça, c'est la volonté de tuer l'autre, la haine. Ça, c'est la force humaine. La force humaine, ce n'est pas l'amour. La force humaine, c'est la haine. On a créé l'amour pour une illusion, pour tolérer. Mais la force, c'est la haine, c'est la volonté de détruire, de tuer l'autre. Et tu as besoin de l'autre. Sans l'autre, tu ne peux pas faire rien. Sans un visage, tu n'as rien. Mais ça, cette monstruosité, ça c'est possible. Ici, en Europe, avec des grands intellectuels. Au Brésil, avec des petits intellectuels. Cordataires de tous ces pensées qui étaient ici, là, fanatisés à l'ignorance. On imagine si le Brésil est devenu un Cuba aujourd'hui. Les goulags, ça serait une Disneyland au Brésil. Non, mais c'est ça qui nous a empêchés de montrer les films et de faire surgir une génération de cinéastes après le cinéma nouveau. Les jeunes cinémas sont maintenant 80. Et l'histoire du cinéma brésilien s'arrête en 1969, qui est quand a surgi le cinéma marginal. Marginal parce que c'était étiqueté de marginal pour être mis hors du marché, hors des financements de production et tout ça. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et déjà que ce sont des héros ici. Les cinéastes brésiliens ont venu à Cannes, en France, on sont reçus comme des héros, des révolutionnaires. C'est incroyable, ça semble une histoire fatidique, une histoire macabre, mais c'est vrai. On dominait l'Amérique latine. L'Amérique latine était dominée par cette propagande constante, cette tare, cette grande force d'une certitude, sans aucun doute. Il faut faire de l'Amérique latine un laboratoire expérimental de la folie. Ça veut dire mettre là-bas toute cette idée de communisme, de gauchisme. Des gens qui ont fait beaucoup d'analyse, mais jamais a fait la psychanalyse. Qui n'a pas jamais eu la pensée à l'hypothèse de l'inconscient. Des gens qui vraiment ont eu de la foi dans toute cette stupidité qu'il avait dans la tête. Il a croyé que c'est ça, c'est tout. C'est un équivalent. Il n'a pas eu de Jacques Lacan au Brésil. Vous comprenez? Peut-être en France, les gens sont... On dit thank God, non? Mais pas au Brésil. Donc, toute cette censure, cette coupure dans une génération, c'était un travail très organisé, très bien fait et bien réussi, parce que c'est vrai, on a passé 40 ans. Par 20 ans, je n'ai pas présenté des films en Europe. Aucun festival. Tous sont refusés. Donc il y avait un réseau très organisé et qui a gagné la lutte. C'est ça que je regrette. Regrette aussi surtout pour le public qui n'a pas eu la chance de voir, de juger lui-même.
Les films ont été censurés, bloqués. Et même les gens les responsables pour les festivals en Europe sont allés au Brésil pour choisir les films, n'ont jamais vu un film de ce groupe. Jamais. Sont passés ici comme des agents de la CIA. Ce sont des agents, des espions américains. C'est ça qu'on disait au sérieux. Et les gens ont pris au sérieux ça. Les cinéastes brésiliens sont considérés des gens révolutionnaires qui ont amené à faire la révolution dans ces films, dans le monde. Des films traditionnels, conservateurs. C'est un cinéma médiocre. Et qui a fait... Ça, c'est un peu... Aujourd'hui, on sent beaucoup ça. Parce que l'effort, c'est aujourd'hui hors question. L'homme est arraché par la médiocrité. C'est un effort énorme, c'est un effort permanent. L'homme a un destin, le destin d'homme médiocre. C'est la force de l'effort, de faire une énorme force pendant toute sa vie. Un effort quotidien pour essayer de trouver un autre destin. Que tous les hommes sont condamnés. Les hommes sont condamnés à la médiocrité. Et aujourd'hui encore plus, parce que on doit travailler tous les jours, toutes les journées, pendant tous les jours, pour garantir l'argent pour acheter des trucs dans les coutumes, montres. Toute la vie, tout l'effort aujourd'hui, c'est pour consommer toute cette poubelle du monde. Non? Tout ça, ce n'est pas passé soudain. C'est un long travail de préparation pour cette horreur d'aujourd'hui. Et je pense que cet équivoque a régné jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, cette histoire du cinéma brésilien, l'histoire du cinéma marginal, n'était jamais encore étudiée, analysée, déchiffrée. Jamais. Mais les jeunes cinéastes sont intéressés dans ces films. Et aujourd'hui, ce sont les cinéastes, les jeunes cinéastes qui sont en train de faire une critique de cette cinéma, critique au sein pondienne, critique dans le même langage, c'est-à-dire faire des films qui peuvent parler, peuvent faire un choix de ces images, de ces clichés du cinéma marginal. Ce sont les jeunes cinéastes. Non. Mais le cinéma brésilien officiel n'a jamais fait aucune critique. Bon, encore, les cinéastes sont vifs. Il faut mourir pour commencer à penser quelque chose. Non? Ils sont vifs. Il y a des rétrospectives à Portugal, là, ici à Turin. Même ici, à Toulouse, on a passé des films, ça fait des années. Mais quand j'ai dit qu'il y était une censure, c'était la circulation même des films qui sont mis à part sans raison, sans raison. Ce sont des raisons extra-films. Non. Le cinéma marginal au Brésil a une histoire très âpre et très triste aussi. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les jeunes cinéastes sont intéressés pour ces trucs qui n'étaient pas montrés, qui n'étaient pas discutés, qui n'étaient pas historicisés. Ils sont intéressés. Ce sont des films qui essayent de faire un rapport, un dialogue avec ces films du passé. Ça sans doute.
D'autres questions? Non? Moi, je voulais vous poser une question parce que je trouve que dans vos films, il y a quelque chose qui est très frappant. C'est la rencontre ou le mélange, mais peut-être plus la rencontre entre la culture populaire et puis, comment l'appeler, la culture des élites, la culture... voilà. Et j'aimerais savoir si pour vous, c'est quelque chose de spécifique à la culture brésilienne. Est-ce que c'est le cinéma qui vous permet justement d'opérer cette rencontre? Comment vous vivez ça? Bon, pour moi, je peux parler pour moi-même. La culture populaire brésilienne, c'est la plus forte. Il y a une culture cultivée, une culture érudite, une culture d'élite, qui c'est très... Il y a des poètes, des écrivains très intéressants, très bons, et qui, dans mon point de vue, il y a une relation entre cette populaire et l'érudit. Et il y a même un dialogue entre des écrivains cultivés et les écrivains poètes populaires. Il y a même un dialogue. Mais c'est très rare. Parce que la culture au Brésil, elle est déjà un mélange. Il n'y a pas de racines au Brésil, d'identité culturelle. Ça, ce sont des clichés qui n'existent pas là. Le Brésil, c'est un patois. Donc, les importants intellectuels, intellectuels érudits d'élite, sont très voués à la culture populaire. Et les plus importants. Mais ce sont des auteurs inconnus ici. Par exemple, Machado de Assis, c'est un écrivain spectaculaire. Mais tous ces gens ont écrit en portugais. Donc aujourd'hui, le portugais, c'est un code secret. Personne ne parle portugais. Tout ça, ça devient très difficile de comprendre. Où sont les nuances de cette relation. Mais moi, non. Moi, j'ai toujours eu j'étais féru de culture érudite comme de culture populaire. Je n'ai pas jamais eu un partage dans ça, une différence. Je mélange les choses. Bon. Et je ne sais pas même si aujourd'hui on peut parler du cinéma et des cinéastes avec cette exigence, non? Parce que j'ai pensé toujours aussi le cinéma comme un outil radical d'une chose impossible, que c'est la transformation de soi-même. Ça, c'est impossible. Mais c'est ça qui m'intéressait, cette impossibilité de se transformer. Et le cinéma, pour moi, était un outil radical pour ça. Parce que pour être au courant de toutes les disciplines, de toutes les sciences, et même de nuances de la vie, il faut avoir un temps libre, une oisiveté qui n'est pas possible aujourd'hui. Ça, c'est peut-être une chance que j'ai eue dans ma vie, une étrange chance, une très étrange chance. J'ai la possibilité de faire des films. J'ai inventé des façons de faire des films avec trop peu. Ça, c'était mon travail. Mais j'ai la chance de continuer à tourner. Ça, c'était un miracle peut-être. Beaucoup des autres n'ont pas eu cette chance.
je pense qu'aujourd'hui, les cinéastes sont c'est une activité qui c'est pas possible aujourd'hui parce qu'on n'a pas une océosité, une oisiveté, une temps libre, une irresponsabilité pour préparer son esprit. On n'a pas ça aujourd'hui. Et le cinéma, il exige ça. C'est une exigence du cinéma. Je peux rien faire, mais le cinéma est toujours là. Et j'ai pensé ça que ma destinée, c'est de penser le cinéma comme un outil de transformation, de sa propre transformation, de cette impossibilité, parce que l'homme ne change pas. Mais j'essayais de croire à cette impossibilité, j'essayais de lutter. J'ai perdu la lutte, mais j'essayais de lutter contre cette impossibilité, de changer, j'essayais les gens de changer. L'homme ne change pas. Mais le cinéma donne un outil, c'est un recours, une exigence qui te pousse à sortir de soi-même. Et ça, c'est la clé pour commencer. Il faut oublier à soi-même. Nous sommes déjà perdus. Donc, il faut essayer quelque chose hors de nous. Essayer de trouver quelque chose au-delà de nous-mêmes. Et je pense au cinéma toujours comme ça. À mon avis, de toute ma expérience de vie, c'est une expérience limitée, mais c'est le plus radical outil humain, comme la philosophie, c'est le cinéma. C'est une discipline qui traverse tout. Elle va traversant. Pas synthèse, au contraire, c'est traversant. Et il faut, pour être au courant, minimum au courant de tout ça, il faut faire un effort très grand pour essayer d'une façon minimale, comprendre que sont ces disciplines, quelle est la possibilité de figurabilité de tous ces signifiants. Toute cette étrange familiarité qu'il y a dans toutes ces disciplines, tous ces arts. Il y a un point qu'on peut traverser. C'est ça que j'ai essayé de faire et d'une façon modeste et frustrée parce que ça dépend plus d'une vie pour ça et plus d'une génération pour ça. Mais l'outil d'une cause impossible, que c'est de transformer l'homme. Ça, c'est l'utile. J'ai pensé le cinéma comme un outil radical de cette impossibilité. Une dernière question. Est-ce qu'il y a... Après, on va faire une pause avant de découvrir l'éducation sentimentale. Question ou remarque, monsieur? Oui, je réagis juste à ce que vous venez de dire. Oui. Cette sensation que vous avez encore la foi dans le cinéma, alors dit comme ça ou autrement. Moi, que le cinéma vous aime. Godard disait ça une fois. Le cinéma ne l'aime pas. Je ne dis pas de qui il disait ça, mais on a un outil ou quelque chose qui existe. On a l'impression que cet outil-là, aujourd'hui, est utilisé à 1% de ses possibilités. Et quand on voit vos films, enfin, on a le bonheur d'assister à quelqu'un qui, au moins, essaye de faire 50% de ses possibilités. Qu'il y a un appel qui est lancé par quelque chose
une foi, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et que ce langage, il est au moins, on essaye quelque chose de vivant et que ça vit devant nos yeux. On est un peu... Voilà. Et je trouve qu'il n'y a pas... C'est cette foi dans le cinéma, moi, qui m'a beaucoup frappé. Et qui est rare aujourd'hui. Rare, je crois. Très peu de gens, même des gens très reconnus, je trouve, qui ont perdu la foi. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce que le mot foi, ça va? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que le mot foi, oui. La foi, c'est un don. Hein. C'est un don. Oui, peut-être, oui. Mais c'est un don. Foi, c'est un don. Je ne sais pas si c'est mon cas, j'ai la foi, mais la foi, c'est un don. C'est quelque chose de très important, oui. Ce n'est pas une chose banale. C'est un privilège d'avoir la foi, non? C'est quelque chose d'important. Moi, je ne sais pas si j'ai la foi, mais c'est un don et c'est On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Julio Bressan, parce qu'en 38 mots de français, c'était formidable. Merci à Nicolas Azalbert et à Francis Saint-Dizier. Je veux seulement remercier encore une fois, c'est Louis et sa femme Stec qui m'ont invité ici pour la première fois. Je suis très... je vous remercie toujours ça. Et aussi à mon ami Nicolas, qui c'était aussi un cinéaste, je connais un film de lui, c'est un grand film. C'est bien le seul. C'est un grand film, c'est un cinéaste et c'est un cinéaste qui a compris l'horreur d'un autre cinéaste, c'était moi. C'était un pionnier. Ça fait 10 ans, il a écrit un article, le premier, qui essayait de comprendre et de faire une interprétation amoureuse sans l'amour, ça sera tout ça sera difficile. Mais il a fait une compréhension amoureuse et je les remercie beaucoup parce que c'était une exception, vraiment. Merci à vous.